Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce lundi 16 novembre 2020, les élections régionales du 6 décembre prochain doivent se passer dans la paix et la sérénité, de même que les fêtes de fin d'année. La recommandation est du président de la République, transmise par Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, et ceci au gouverneur des régions. Ils se sont réunis ce jour à Yaoundé dans le cadre de la deuxième conférence des gouverneurs pour l'année 2020. On fait le point dans ce journal. Également dans ce journal, on parlera élections régionales du 6 décembre prochain. Les cartes d'électeurs et les listes des votants sont disponibles dans les agences départementales d'élections Cameroun. Si l'heure est aux vérifications de ces dernières, le retrait des cartes peut être fait par les personnalités concernées par ce scrutin. On parle sport, cyclisme et football au menu de ce soir. Les Lions indomptables du Cameroun sont venus à bout des Mamba du Mozambique, 2-0 ce jour à Maputo. La rencontre du groupe F compte pour les matchs la quatrième journée des éliminatoires CAN Cameroun 2022. Ici à Douala, les participants du Bénin et de la République démocratique du Congo participant au Grand Prix cycliste international Chantal Biya sont arrivés ce jour. Rappelons que la compétition démarre mercredi prochain. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal Stratégie nationale de développement 2020-2030, le document officiel présenté ce jour à Yaoundé par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le projet est accueilli avec beaucoup de réserves par les spécialistes des questions économiques pour cause. Les résultats peu reluisants du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Parti d'un taux de croissance de 4,3% à 8%, la faisabilité est-elle probable? Sinon, quelle suggestion? Les professeurs Viviane Ondoa-Biwele et Roger Nanfosso s'expriment à ce sujet à la suite du ministre Alamine Ousmane Meh qui lui présente les 4 piliers sur lesquels s'appuie le SND 30. Tellement présenté au grand public et aux spécialistes de l'économie, la stratégie nationale de développement 2030. Elle vient en remplacement après constat d'échec du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Elle devra servir pour l'émergence 2035. Mais la question qui s'oppose aujourd'hui est celle de savoir qu'est-ce qui va être nouveau après la non-atteinte du bilan du DSCE, pourtant présenté comme la boussole de la croissance économique par le président de la République. Le premier pilier, c'est la transformation structurelle de notre économie. Il s'agit de veiller à ce que l'allocation des ressources dans notre économie aille vers les secteurs les plus productifs pour qu'ils puissent créer de l'emploi, de la richesse qui est partagée dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Le deuxième aspect, qui est un pilier majeur, c'est le développement du capital humain et du bien-être. Et en dit cela, nous voulons faire également dans le cadre du troisième pilier la promotion de l'emploi et l'insertion économique de nos jeunes qui bénéficient de certaines formations mais qui n'ont pas toujours l'opportunité adéquate, appropriée pour offrir ce qu'ils connaissent ou ce qu'elles connaissent le mieux afin de participer à l'édification de notre pays. Le dernier pilier qui n'est pas des moindres, même s'il est cité en dernier, c'est la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l'État. Pour les experts, 4 points de vigilance demeurent. Il s'agit de la place des ressources humaines, la question des inégalités, la préoccupation de la configuration structurelle et de la question du temps dans la mise en place des instances institutionnelles et l'inquiétude quant au dispositif de suivi et évaluation qui fait réellement problème. On peut avoir toutes les stratégies du monde que l'on veut, mais si nous n'avons pas un système qui dit qui fait quoi, quand ou comment, avec quel livrable, quels attendus, à quel moment, en combien de temps, et que ce soit quelque chose de immédiatement modifié, ça pose des problèmes. Je voudrais rappeler, pour ceux qui ont suivi cette affaire du DSCE, que le DSCE est donc lancé en 2009-2010. 3 ans plus tard, en 2012, nous commettons un document qui est connu, qui évalue un peu ce qu'il y avait dans le DSCE. Et au bout de 3 ans, nous montrons qu'il y a eu décrochage. 3 ans seulement.
Pour Viviane Ondoa Biwole, la stratégie, aussi belle qu'elle soit, peut se heurter à de nombreux éléments de vigilance dont l'importance sonne comme une évidence et une urgence. Pour éviter d'échouer une seconde fois dans la planification, à côté de la discipline budgétaire présentée comme hypothèse de base, il faut qu'il y ait des hommes qui accompagnent la dite stratégie. J'ai envie de dire, sans vouloir inquiéter qui que ce soit, qu'en réalité, lorsqu'on voit les enjeux de cette stratégie, on pourrait se dire qu'on est en guerre pour la croissance. Parce qu'en réalité, la stratégie a été élaborée avant peut-être la Covid. Nous avons un taux de croissance antérieur qui a été présenté de 4,3%, mais vous savez qu'il est de 3%, de 2,3% exactement. 2021 projeté à 3% et nous visons 8%. Moi je pense que c'est un enjeu important. J'ai envie de dire que c'est un challenge, sinon un défi qui devrait nous engager tous. C'est une guerre à la limite qui devrait mobiliser toutes les énergies. Déclinée en 2009, la stratégie nationale de développement 2020-2030 est présentée en version anglaise et française et compte 214 pages chacune. Crise sécuritaire au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale et les 10 gouverneurs des régions sont en concertation depuis ce matin à Yaoundé. C'est dans le cadre de la deuxième conférence des gouverneurs pour l'année 2020. Entre autres sujets au menu des travaux, la recrudescence de la grande criminalité, l'organisation territoriale des élections régionales du 6 décembre prochain. On fait le point avec vous, Olivier Bouzgue. La recrudescence des attaques contre les civils dans les régions du nord-ouest et sud-ouest s'inquiète au plus haut sommet. Le ministre de l'administration territoriale et ses collaborateurs ont encore en mémoire la tuerie du 24 octobre durant laquelle 7 enfants ont perdu la vie dans un établissement scolaire à Kumba. Un drame qui impacte relativement le secteur éducatif dans ces régions. Et j'en appelle par conséquent à la mobilisation des enseignants ou ceux qui hésitent encore à reprendre de rentrer à leur poste d'affectation pour dispenser les enseignements. Et nous avons pour cela mis en place un dispositif de sécurité qui devrait les accompagner dans leur retour et dans leur séjour à la diligence des autorités administratives et des forces de sécurité locales. Au-delà de la crise sécuritaire dans ces deux régions, l'on note également une recrudescence préoccupante du grand banditisme en zone urbaine, avec notamment le phénomène de coupeurs de route, microbes, kidnapping, assassinat et violence contre les individus. Nous avons à déplorer, n'est-ce pas, le cas de l'agression de Elibi Lobé qui venait de se passer. Et ça a été quand même une mesure d'imprudence parce que au moment où il sortait du quartier, c'était quand même entre 3h et 5h du matin pour pouvoir voyager. Alors les bandits sont rapidement arrivés à son niveau. C'est pour ça que je dis il ne faut pas aller vite en besogne en croyant que c'est une histoire politique parce que Elibi Lobé est la cible sous cela. Non, c'est un cas de grand banditisme que nous jugulons. Mais une chose est certaine, ceux qui lui ont arraché le sac ne vont pas courir très longtemps. Les gouverneurs vont tout de même tabler sur ces problèmes d'insécurité, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année dans un contexte de Covid-19 qui refait surface. Nous venons de faire le constat que cette fois-ci, c'est déjà dans les communautés ainsi que dans certaines écoles dont il fallait absolument prendre des mesures. Cette deuxième conférence des gouverneurs se tient à quelques jours des élections régionales le 6 décembre prochain. Le ministre de l'administration territoriale prescrit aux gouverneurs de mettre un accent sur un accompagnement sécuritaire à Elections Cameroun. Comme nous le constatons, les défis qui nous interpellent sont nombreux et importants. Dès lors, la vigilance et l'anticipation déjà prescrites doivent être maintenues, voire renforcées. Ceci suppose que le renseignement prévisionnel doit être inscrit au cœur de nos priorités. Au cours des travaux, les patrons de la police et du secrétariat d'État à la Défense, chargés de la gendarmerie, feront une communication conjointe sur la sécurité des personnes durant les événements en perspective. Élections régionales, les cartes d'électeurs sont déjà disponibles dans les agences départementales d'élections Cameroun. À l'agence du Vouri, les opérations de vérification se poursuivent alors que les retraits se font par les conseillers municipaux et les autorités traditionnelles. Dans cette agence, 2 stratégies ont été pensées pour que la distribution des cartes d'électeurs soit le plus efficace possible. Inès Pangan.
Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les listes de votants sont disponibles depuis la fin de la semaine dernière. Leur réception est suivie par une opération de vérification par le personnel de l'Agence départementale d'élections Cameroun du Voré. Nous les avons depuis vendredi. Nous sommes d'abord en train de faire le check-up parce que quand ça vient comme ça, on s'assure que tout est en ordre, tout est là, qu'il n'y a pas d'oubli. C'est ce travail qu'on a fait le même vendredi et qu'on est en train de poursuivre aujourd'hui. Et donc la vraie distribution commence demain. Une étape dédiée au contrôle qui n'empêche pas le retrait des cartes d'électeurs par les conseillers municipaux et autres autorités traditionnelles ce 16 novembre 2020. Comme le directeur général des élections a fait une annonce pour dire que les cartes sont disponibles, nous avons quand même reçu déjà quelques 2 ou 3 conseillers municipaux qui sont déjà venus chercher les leurs. Donc pendant que nous sommes en train de faire le travail de contrôle en amont, en aval, il y a quand même quelques distributions qui sont en train de se faire. 2 stratégies sont mises en œuvre dans cette agence départementale d'Elecam dans la région du littoral pour atteindre les personnalités constituant les différents collèges électoraux à l'élection régionale du 6 décembre prochain. Nous avons quand même un protocole de distribution qui est déjà établi. Nous travaillons avec les chefs d'antenne parce que, quoi qu'on dise, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui maîtrisent le terrain. Alors quand ça se passe comment? Ils viennent. Nous leur donnons des cartes et ils appellent les conseillers municipaux qui viennent au niveau des antennes pour récupérer les cartes. Nous avons une deuxième méthode. Nous appelons parfois le maire. Nous disons au maire que les cartes sont disponibles, qu'il essaie de regrouper son conseil à la mairie et nous allons dans la mairie avec nos cartes et on les distribue. On va voir le chef de canton, on lui dit qu'il y a des cartes qui sont disponibles et à lui d'essayer de rassembler les chefs du 3e degré pour qu'on leur fasse des distributions sur place. Après cette phase de distribution des cartes d'électeurs, ce sera la campagne. Une halte qui va se faire en fonction de l'organisation de chaque candidat ou parti politique, le mode de scrutin pour l'élection à venir étant indirect. La problématique de l'établissement de l'acte de naissance est en débat depuis ce matin à l'Assemblée nationale. Les statistiques des institutions sur le sujet sont alarmantes. Selon le Bureau national d'état civil, plus de 400 000 enfants de moins de 5 ans sont sans acte de naissance dans la seule région de l'extrême nord. Face à ce problème, les parlementaires recommandent une meilleure organisation de la chaîne de production de cette pièce importante. Olivier Bouzik. Les statistiques à ce jour sont assez alarmantes. Selon l'UNICEF, 1 sur 3 enfants n'a pas d'acte de naissance au Cameroun. Pire, une étude menée par le Bureau national d'état civil il y a quelques mois révèle que seulement 66,1% des enfants de moins de 5 ans ont un acte de naissance. Dans la seule région de l'extrême nord, plus de 400 000 enfants ne sont pas enregistrés dans un centre d'état civil. Pour le gouvernement, l'une des principales causes est l'irresponsabilité des parents. Les parlementaires, par contre, accusent les pouvoirs publics. Le fait que l'État ne prenne pas en charge le fonctionnement des officiers et secrétaires d'état civil dans les centres spéciaux est un problème. Ça ouvre la voie à la corruption et à des établissements d'actes irréguliers. Il y a des gens, simplement, il a perdu son original. Bon, comme c'est beaucoup plus facile de voir l'officier d'état civil du quartier et de se faire un autre acte, il se le fait établir. Sauf que devant, il va se faire bloquer au niveau de la délivrance de la carte nationale d'identité. En clair, les élus de la nation dénoncent les contraintes administratives et financières, l'absence des campagnes de sensibilisation des parents, surtout dans les zones les plus affectées, le septentrion, l'Est, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, où le problème se pose avec acuité. Nous allons voir à l'Assemblée comment faire en sorte que tous les enfants qui sont nés dans ces pays vont avoir les actes de naissance dès les premiers jours ou dans les centres qui ont été accouchés. Donc c'est pour ça que nous conseillons aussi les mamans de faire en sorte qu'ils partent dans les centres médicaux pour faire accoucher les enfants. Nous pensons également à l'allègement de la procédure d'accès, à la procédure de jugement d'âge apparent. Au rang des recommandations faites au gouvernement, les parlementaires se sont joints aux administrations impliquées dans la chaîne de production de ce document pour prescrire l'organisation des campagnes de jugement supplétif gratuits, la construction des centres d'état civil secondaires. Ce que nous proposons, nous autres, au BUNEC,
et surtout aux autorités publiques, notamment la hiérarchie de Mindevel, c'est d'essayer d'harmoniser et de mettre en place un système participatif où l'État devrait prendre en charge une bonne part des frais à engager pour le rattrapage de cette situation qui est d'une gravité extrême. Il faut noter que ces recommandations pourront tout prochainement faire objet d'une nouvelle loi sur l'établissement de l'acte de naissance au Cameroun. Tout enfant âgé de moins de 3 mois au plus bénéficie de la délivrance gratuite de l'acte de naissance. Qu'en est-il de ceux qui ont dépassé cet âge, voire de ceux qui ont perdu leur acte de naissance à l'instar des déplacés internes? Suivons ce reportage pour en savoir davantage. Au Cameroun, voici ce qu'il faut faire pour obtenir un acte de naissance. Le préalable, c'est qu'il faut que l'enfant naisse d'abord. Et une fois l'enfant est né, il faut quelqu'un qui déclare la naissance de l'enfant. Ça peut être, dans un premier temps, un responsable d'un établissement hospitalier, ça veut dire un chef de district de santé, un directeur d'hôpital, ou alors un chef de centre de santé ou une clinique, un directeur de clinique. À défaut d'un enfant qui soit né dans ces conditions, vous savez, il y a des enfants qui sont nés dans un taxi, il y a des enfants qui sont nés en route parce que la maman n'avait pas de moyens, il y a des enfants qui sont nés dans une chambre. Pour ces enfants qui sont nés en dehors des centres, des établissements agréés, des établissements de santé reconnus, leurs parents, ça veut dire le chef de famille, le père, la mère ou alors un tuteur de la fille peut déclarer la naissance, à condition que cette déclaration soit accompagnée de ceux qui ont assisté à la naissance, ça veut dire 1 ou 2 témoins. Cette démarche, qui s'ajoute à la présentation physique du nouveau-né âgé de 3 mois ou plus, permet au bureau d'état civil de prendre les dispositions nécessaires pour l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. Une démarche bien différente de celle à adopter en cas de perte de ce document officiel. Pour les déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest par exemple, des mesures d'assouplissement existent. Vous avez un Camerounais ressortissant du nord-ouest qui vous apporte tous ses diplômes, ça veut dire son certificat, je ne sais pas comment on appelle ça là-bas chez eux, son ordinary level, son advanced level, une licence, un master et sa carte d'identité, et qui vous dit qu'il n'a pas son acte de naissance pour pouvoir refaire la carte d'identité, parce que les cartes d'identité d'aujourd'hui demandent que vous fassiez un certificat de nationalité et que vous apportez votre acte de naissance pour qu'on produise. Comme vous ne l'avez plus, alors avec ces documents, je pense que le juge compétent, le juge de notre séance tiendra compte du fait que vous êtes un Camerounais qui ne peut pas rentrer au nord-ouest ou au sud-ouest. Parce que normalement, la procédure veut que vous rentrez dans votre département d'origine, en fait, dans la commune où vous êtes né, pour qu'on reconstitue votre acte de naissance. Comme ce n'est pas possible que vous rentrez là-bas au niveau de la justice, ils ont pris des dispositions qui permettent que vous fassiez quand même un jugement supplétif. Quant aux enfants venus de ces régions et qui se présentent à l'examen officiel du certificat d'études primaires par exemple, les chefs d'établissement ont reçu l'autorisation de faire composer ceux-ci sur la base des déclarations des parents, en attendant la procédure que le gouvernement va mettre sur place pour l'établissement des actes de naissance de ces enfants. Les représentants de 12 familles des enfants blessés lors de l'attaque du 24 octobre dernier à Kumba ont reçu de l'aide financière. Elle vient des fils et filles de Kumba résidant dans l'État du Minnesota aux États-Unis. Un montant complété par le chef supérieur des Bafor pour que chaque famille reçoive 250 000 francs CFA. Inès Pango. 3 millions de francs CFA, c'est le montant d'une aide aux 12 familles des enfants blessés du massacre du 24 octobre dernier à Kumba. Fruit de la collecte des fils et filles de Kumba résidant dans l'État du Minnesota, aux États-Unis d'Amérique, cette somme d'argent a été complétée par le chef supérieur des Bafo. We felt that it was important to at least give support. Nous avons senti que c'est important d'apporter un soutien à ceux qui ont souffert des événements tragiques qui se sont déroulés à Kumba le 24 octobre dernier. Nous avons déjà apporté notre aide aux familles qui ont perdu les enfants il y a quelques semaines déjà. Cette fois, nous avons mis le focus sur les familles affectées par les tragédies qui ont des enfants dans les hôpitaux en convalescence dans les domiciles. Got affected by the tragedy, with children who were in hospital. Some of the children
convalescing at home. Ce week-end, au cours d'une cérémonie dans le palais de l'autorité traditionnelle, les représentants des 12 familles ont reçu chacune des enveloppes de 250 000 francs CFA. On se rappelle que c'est le 24 octobre dernier que des hommes armés ont fait irruption dans une salle de classe à l'école Moda Francisca International Bilingual Academy à Kumba. 7 enfants perdent ainsi la vie et d'autres sont blessés. Construction d'une unité chirurgicale pour l'hôpital Baptiste de Ndou, c'est dans le Ndongamantou, région du Nord-Ouest. Une collecte de fonds à cet effet a eu lieu ce week-end par l'association 8DK Onsten de Douala. Des malades de la localité de Ndou sont obligés d'être référés à Banso. Situation difficile à cause de l'état des routes d'une part et d'autre part de la crise socio-politique en cours dans cette région. Ce projet de construction qui s'élève à environ 77 millions de francs CFA vient sauver des vies et permettre aux familles de faire des économies car il fallait dépenser non seulement pour le malade mais également pour son garde. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec Vio. L'armée marocaine a riposté à des tirs effectués par des miliciens du Polisario le long de la ligne de défense séparant les deux camps au Sahara occidental, un territoire disputé sous tension depuis plusieurs jours selon une annonce de l'agence marocaine MAP. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo va mener une mission de médiation en Éthiopie où le conflit entre le pouvoir central d'Addis Abeba et la région dissidente du Tigré s'est étendu à l'Érythrée voisine. De son côté, le président ougandais Yoweri Museveni a reçu lundi le vice-premier ministre éthiopien Demeke Mekonnen Hassen et appelé à des négociations. Au Burkina Faso, à quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 22 novembre, la sécurité est au cœur des préoccupations des électeurs et des autorités. La situation sécuritaire du pays s'est dégradée depuis les premières attaques en 2015 lorsque des groupes armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique n'ont cessé d'étendre leur action dans le pays. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma, accusé d'avoir pillé les ressources de l'État, réclame un juge impartial. Après des mois d'esquive, il s'est finalement présenté lundi matin devant une commission d'enquête anticorruption demandant formellement que son président Raymond Zondo se récuse. Parlons sport, football à présent, 2-0, c'est le score du match Mozambique-Cameroun qui vient de s'achever à Maputo au Mozambique. La rencontre compte pour la 4e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2022 dans le groupe F. Vincent Aboubaka a ouvert la marque à la 25e minute. L'addition a été salée à la 72e par Serge Tabekou. Le Cameroun a battu donc le Mozambique en match, le Cameroun a battu le Mozambique en match aller jeudi dernier au stade de la réunification de Bepanda, 4-1. Le Cameroun est donc désormais le leader du groupe F avec 10 points. Le pays organisateur est d'office qualifié, mais celui-ci tenait à obtenir sa qualification sur le terrain. La suite de la 4e journée du groupe F se jouera demain avec les rencontres Rwanda-Cap-Vert. Les 5e et 6e journées de ces éliminatoires se joueront en 2021. Toujours en football, Franck Hapi, le président de l'association des clubs d'élite du Cameroun, auditionné ce lundi 16 novembre 2020 à la direction de la police judiciaire, précisément à la sous-direction des enquêtes criminelles de Yaoundé. La lettre de convocation indique que le général Pierre Semengue a déposé une plainte contre l'interpellé. Mireille Sabzi. Effectivement, la sous-direction des enquêtes criminelles de la police judiciaire auditionne en fin de matinée de ce 16 novembre 2020 Franck Hapi, le président des clubs d'élite du Cameroun, par ailleurs président de l'Union sportive de Douala, tout comme le dénommé Obona Gaspard Alexandre et d'autres personnes. Le motif de la plainte est coaction d'organisation d'une manifestation publique après notification de l'interdiction légale et rébellion.
A relevé que cette convocation est consécutive aux instructions du procureur de la République près les tribunaux d'instance de la Mofoué-Akono, c'est dans la région du centre, suite à une plainte du président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Le général Pierre Semengo reproche au président de la SEC d'avoir organisé une réunion publique malgré l'interdiction des autorités. Il s'agit en fait de la réunion des clubs tenue le 29 octobre dernier en Bankomo, près de Yaoundé, ayant débouché sur la dissolution de la LFPC. Il faut dire que la plainte du général Semengo s'inscrit dans la même lignée du conflit que la Ligue de football professionnel du Cameroun a avec la FECAFOOT. API et les 17 autres représentants de clubs ayant pris part à la réunion subventionnée disent avoir obtenu l'autorisation du sous-préfet de Bankomo. Or, on sait que certains responsables de clubs comme Franc Api pensent qu'il revient à la LFPC de se soumettre. Pourtant, le tribunal arbitral du sport l'a réhabilité dans ses fonctions, même si tout récemment la FECAFOOT a décidé de lui retirer la gestion et l'organisation des championnats professionnels. Franc Api ira-t-il en prison ou sortira-t-il des griffes de la police judiciaire? La guerre dans le football camerounais est loin d'être terminée avec cette convocation du commissaire divisionnaire Jacques Dili, directeur de la police judiciaire. Parlons cyclisme à présent. Les participants au Grand Prix cycliste international Chantal Biya continuent d'arriver dans la ville de Douala, où le coup d'envoi de la compétition sera donné mercredi prochain. Après le Bénin, hier, les cyclistes de la République démocratique du Congo sont arrivés cet après-midi. Makedali Dignotion. Les participants à la 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya continuent d'arriver dans la ville de Douala, où sera donné le tout premier coup de pédale cette année. Après l'équipe du Bénin dimanche, la délégation de la République démocratique du Congo est arrivée ce lundi après-midi. Déjà présent dans la cité économique, le responsable de l'Union cycliste internationale salue le retour du cyclisme sur le continent africain après l'arrêt des activités dues au coronavirus. 20 ans, ce n'est pas rien, ça veut dire combien l'épreuve est importante au Cameroun, en Afrique et au calendrier UCI, du calendrier UCI Africa Tour. Alors dans un contexte assez particulier, un contexte sanitaire avec l'épidémie mondiale que tout le monde connaît, c'est une très bonne chose que l'épreuve puisse se dérouler parce que ça va être une des seules épreuves depuis le Tour du Rwanda en mars qui va se dérouler sur le continent africain, puisque depuis le Tour du Rwanda en mars, il n'y avait pas eu d'autres épreuves, tout avait été stoppé. Et grâce au Grand Prix Chantal Biya, les coureurs africains vont quand même avoir une belle épreuve en fin de saison. La 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya se déroule du 18 au 22 novembre 2020 sur 5 étapes. L'arrivée est prévue à Yaoundé. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.